Contrairement aux attentes de certains, l'an 2000 ne fut pas l'année d'un incroyable bug informatique qui mit fin à la civilisation humaine, mais l'année où Eliafat, plus connu sous le nom de Booba, rendit public avec son camarade Daddy Ali l'album Mauvais Oeil du groupe Lunatic. Et dans cet album, où une chanson portait sur l'écoulement du temps, Booba eut l'occasion de prononcer la phrase suivante « Mec, tu sais, plus rien m'atteint, et plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien ». Le monde fait flipper, mec tu sais plus rien matin. Et plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Je perds mon temps, attendant que le monde s'ouvre. Et je nique tout car tout le monde souffre. Mon temps à chercher de la maille, il m'en faut. Figurez-vous que Booba n'est pas le seul à préférer les canidés aux Homo sapiens. C'est ce que semble montrer une petite expérience à laquelle s'est livré le Harrison's Fund, un organisme de charité britannique, en 2015. Le Harrison Fund a imprimé 2 petites publicités avec un seul et unique texte qui disait « Donneriez-vous 5 livres pour sauver Harrison d'une mort lente et douloureuse » avec, dans les 2 cas, un numéro pour envoyer un SMS pour faire des dons. Dans un cas, la publicité mettait en scène un chien et dans l'autre, un être humain. Et figurez-vous que ce sont les petites publicités avec l'image d'un chien qui ont reçu le plus de SMS. Alors vous allez me dire, tout ça c'est peut-être un petit peu biaisé parce qu'il y a peut-être un biais de confirmation de la part d'un organisme de charité qui veut peut-être montrer quelque chose, et pour ça je vous propose donc de vous intéresser à une autre étude un petit peu plus sérieuse. Les auteurs ont sélectionné 240 étudiants, bon, pour être plus précis ils n'en ont retenu que 231 sur ces 240, et ils leur ont donné à lire une coupure de presse fictive avec un seul et unique texte. Ce texte fictif relate la sinistre découverte faite par un policier qui trouve une victime inconsciente avec une jambe brisée et de multiples lacérations. L'astuce utilisée par ces expérimentateurs, c'est de proposer 4 versions différentes de cette même histoire, avec une victime dont l'identité change selon les versions. Parmi cette galerie de victimes imaginaires, nous trouvons un chien âgé de 6 ans, nous trouvons un adulte âgé de 30 ans, nous trouvons un chiot et nous trouvons un bébé humain Homo sapiens âgé de 1 an. Les expérimentateurs ont ensuite mesuré l'empathie des différents étudiants en utilisant une échelle de réponse émotionnelle et ils ont découvert que les participants de l'expérience avaient plus d'empathie pour le chiot, le chien et le bébé humain. L'explication proposée par les auteurs de cette étude, c'est la vulnérabilité. En fait, les participants auraient eu plus d'empathie pour les 3 types de victimes que j'ai énoncés, parce qu'ils leur attribuent le fait d'être incapables de se défendre. Alors peut-être que vous trouvez ça tout à fait logique d'avoir plus d'empathie pour une victime innocente et sans défense, mais moi j'y vois quand même une certaine forme de biais, parce qu'après tout, un adulte peut se retrouver sans défense s'il est attaqué, je ne sais pas, par un groupe en supériorité numérique, ou par des gens mieux entraînés que lui, ou tout simplement par un individu isolé qui l'attaque par surprise. Mais je me rends compte que je parle d'empathie et que je n'ai pas pris la peine de définir ce terme. Je vous propose donc de nous tourner vers le Wikipédia anglophone et de pouvoir y lire ensemble que l'empathie, c'est la capacité à comprendre ou à ressentir ce qu'une autre personne expérimente dans son cadre de référence. Autrement dit, la capacité de se placer à la place d'une tierce personne. Et Wikipédia de nous préciser qu'il y a plusieurs définitions de l'empathie et qu'on a distingué des types d'empathie différents comme l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle, ce qui ressemble à un pléonasme, et l'empathie somatique. Je vous propose donc d'approfondir cette question avec Klaus Lam et Jasminka Majdanzik. Désolé, je m'excuse auprès des locuteurs serbes et croates si j'ai écorché le nom de cette personne. Je vous propose, en leur compagnie, de consulter un article qu'ils ont publié en 2014 sur la question des neurones miroirs et de l'empathie. Lam et Majdanzik nous expliquent en effet que l'empathie en est arrivée à avoir beaucoup trop de définitions et de descriptions différentes et que plusieurs de leurs collègues neuroscientifiques ont argumenté en faveur d'une définition de l'empathie qui impliquerait au moins d'avoir un ressenti, un partage isomorphique d'émotions avec une tierce personne. Mais il nous explique en même temps que ramener l'empathie à un seul phénomène émotionnel serait passer à côté de plusieurs de ses composants. Pour comprendre les mécanismes neuropsychologiques de l'empathie, il ne suffit pas de se concentrer sur ses composants affectifs. En effet, de nombreuses études, de nombreuses enquêtes
ont en permanence montré que les fonctions motrices et cognitives jouaient un rôle important dans l'instigation et la modulation de l'empathie. Par exemple, il a été montré que observer quelqu'un se coincer les mains dans une porte, se couper le doigt, recevoir une piqûre dans les mains ou tout simplement subir une séance d'acupuncture, il a été montré que tout ça activait un processus de résonance moteur qui déclenchait une réaction à la douleur. Bref, toutes ces situations piquantes, si je puis dire, activaient un processus de résonance motrice qui, à son tour, déclenchait la réponse affective à la douleur d'autrui. De même, observer autrui être touché engage notre système somatosensoriel, ce qui nous permet apparemment de coder les qualités affectives du toucher qu'on a perçu par procuration. Dans le domaine cognitif, la capacité à adopter délibérément le point de vue d'autrui et à imaginer ses émotions, même sans observation directe, peut être un puissant facteur de réponse affective et de comportements prosociaux qui en découlent. Pour vous la faire courte, certains auteurs s'appuient précisément sur cette réponse du système moteur pour distinguer une empathie motrice, une empathie cognitive et une empathie émotionnelle. Là, même Majdanzik propose au contraire de considérer les processus moteurs, somatosensoriels et cognitifs comme des mécanismes clés de la réponse empathique plutôt que comme des composants qui seraient différents de cette réponse. Ainsi, nous ne serions pas en présence de 3 types d'empathie différents, mais d'une seule empathie, l'empathie émotionnelle, sauf que cette dernière comporterait des dimensions motrices et cognitives. Et ça m'amène à une expérience relatée par Lisa Feldman Barrett dans son excellent livre How Emotions Are Made. Avec leur équipe, les psychologues Linda Kamras et Harriet Oster ont filmé des bébés de différentes cultures. Elles ont employé un jouet en forme de gorille qui rugissait pour faire peur aux pauvres petits bébés de leur expérience, ou elles ont attrapé le bras de ces derniers pour les mettre en colère. Et lorsqu'elles ont montré les vidéos à des adultes pour tester ces adultes et tester leur capacité à identifier les émotions, eh bien ces adultes ont identifié les enfants au gorille comme étant apeurés, effrayés, et les enfants à qui on tenait le bras comme en colère. Jusqu'ici ça paraît logique, sauf qu'ils les ont identifiés ainsi même quand Kamras et Oster avaient effacé les visages des bébés électroniquement. Ce qui se passait en réalité, c'est que les adultes discriminaient la peur et la colère en fonction du contexte de la scène, sans tenir compte des mouvements faciaux des enfants. D'autres scientifiques ont mélangé des photographies de visages et de corps qui n'appartenaient pas à la même situation. Par exemple, une grimace de colère attachée sur le corps d'un enfant qui tenait une couche sale. Et ils ont fait donc passer le test à des sujets adultes qui ont presque toujours identifié l'émotion appropriée en fonction du corps et non pas du visage. Par exemple, identifier du dégoût sur le visage d'un enfant qui était en colère juste parce que celui-ci tenait une couche sale. Nos visages sont en permanence en mouvement et notre cerveau s'appuie sur différents facteurs en même temps pour identifier quels sont les mouvements qui sont significatifs et ce qu'ils signifient en matière d'émotion. Donc notre cerveau s'appuie par exemple sur la posture du corps, sur la voix, sur la situation dans son ensemble et sur notre vécu. Je voudrais m'attarder un petit peu sur cette dernière phrase, parce que on l'a vu plus tôt, l'empathie désigne bel et bien la capacité à ressentir l'émotion d'une tierce personne et à se mettre à sa place. Or, d'après ce que nous décrit Lisa Feldman Barrett, eh bien, on s'appuie pas uniquement sur ce que semble dégager comme émotion la personne, mais sur le contexte de la situation et sur notre propre vécu. Imaginez un monde merveilleux dans lequel vous ne vous êtes jamais, mais alors vraiment jamais brûlé en buvant un café ou un thé ou une soupe, et dans lequel aucun de vos proches ne s'est jamais brûlé. Vous passez une première nuit romantique avec un tout nouveau partenaire amoureux et le matin vous lui faites un petit déjeuner. Et là, votre partenaire trempe ses lèvres dans le café et pousse un cri en faisant une grimace. Vous ne vous êtes jamais brûlé en buvant un café, et aucun de vos proches ne s'est jamais brûlé en buvant un café. Mais le monde dans lequel vous vivez n'est pas si merveilleux que ça, et vous vous êtes déjà cogné les pieds dans un coin de porte par exemple. Donc vous savez identifier une grimace de douleur ou un cri de douleur. En tout cas, vous allez lire ce que fait votre partenaire, sa grimace et son cri,
à la lumière des douleurs que vous avez connues. Mais par contre, vous n'allez pas comprendre exactement pourquoi il a mal si, dans votre expérience du réel, eh bien, le café ne brûle pas. Dans le monde réel, quand je sers un café à une partenaire et qu'elle fait une grimace et qu'elle pousse un petit cri, je sais qu'elle s'est brûlée, en tout cas c'est ce que je crois deviner, je peux comprendre qu'elle a mal, mais je comprends aussi qu'il y a peu de chances de devoir l'emmener aux urgences parce que je ne me suis jamais ébouillanté le visage avec un café chaud. Bon, je reconnais que mon exemple est un peu pourri, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Non seulement on n'a pas tous la même sensibilité aux émotions, ou la même sensibilité au contexte extérieur, mais en plus, notre corps et notre organisme expriment son état émotionnel de façon différente. On n'a pas les mêmes tics verbaux, les mêmes tics corporels. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes ont des comportements très différents lors d'un orgasme. Il y a ceux qui rugissent, ceux qui pleurent, ceux qui ont des spasmes musculaires, et il y a aussi les personnes qui sont très introverties et qui ont l'air de n'absolument rien ressentir. Face à cette diversité dans l'expression humaine des émotions, avoir recours au contexte ou à notre propre vécu, ça peut augmenter notre capacité d'empathie. Et quand je parle d'avoir recours à ce contexte et à ce vécu, c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, c'est quelque chose qu'on fait en permanence, automatiquement, comme avec l'exemple du café matinal. Nous tendons à interpréter les choses à la lumière de ce que nous savons déjà sur notre interlocuteur et sur la situation, ainsi que sur notre passé. Par exemple, si un ami vient se confier à moi en m'expliquant qu'il subit du harcèlement au travail, non seulement je vais voir qu'il a un visage de personne triste, mais en plus, quand je vais écouter ce qu'il m'explique, je vais pouvoir comprendre, donc là, petit passage par la cognition, que ce qu'il vit est horrible, et comme j'ai déjà vécu ça moi-même, je vais relier tout ça à mon propre vécu, et je vais pouvoir empâtir littéralement pour la tristesse ou l'anxiété qu'il éprouve. Bien sûr, on ne ressentira sans doute pas exactement la même chose, je ne vais pas avoir une parfaite compréhension de son émotion, tout simplement parce qu'il réagit peut-être différemment à cette situation que la manière dont moi j'ai réagi quand ça m'est arrivé. Mais ça va quand même me permettre de me rapprocher de cette personne. À l'inverse, lorsqu'un de mes plus anciens amis m'a envoyé une photo de sa petite fille qui venait de naître en m'expliquant qu'il était hyper joyeux, j'étais certes content pour lui, mais n'ayant jamais eu d'enfant et ne souhaitant pas en avoir, c'était un petit peu plus compliqué pour moi de me relier à ce que mon ami ressentait. C'est après avoir eu des conversations sur la joie immense qu'il a ressentie, mais aussi sur un sentiment de responsabilité qu'il a senti venir faire éruption dans sa vie, que j'ai commencé à me relier un petit peu à son émotion. Mais je ne peux pas avoir un niveau d'empathie maximal, sauf si je commence à m'imaginer en train de faire des chatouilles à un tout petit bébé qui vient de naître, et à me mettre dans la peau d'un père qui tient son premier enfant. Tout ça nous ramène à Booba et à sa préférence envers les chiens. Est-ce que Booba connaît vraiment les hommes ? Et vous et moi, connaissons-nous vraiment les hommes ? Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, ce qui veut dire qu'il y a plein de situations qu'on ne peut pas expérimenter. Le fils d'entrepreneur à qui sa famille a payé une école de commerce et qui de toute manière va l'embaucher dans l'entreprise familiale lorsqu'il aura terminé ses études, ce fils d'entrepreneur peut-il avoir de l'empathie pour un salarié qui passe par différentes périodes de chômage ? Le fonctionnaire qui travaille 37 heures par semaine peut-il avoir de l'empathie pour le créateur de start-up qui travaille 70 ou 80 heures par semaine sur son projet ? Il y a quelques semaines de cela, une youtubeuse consacrait une vidéo à la question de l'accueil des migrants. Cette youtubeuse, que nous appellerons antithèse pour ne pas nous focaliser sur sa personne, mais plutôt nous concentrer sur ses idées, faisait appel à l'empathie de ses spectateurs, mais plus globalement l'empathie des citoyens français et des hommes politiques. Elle nous expliquait que les migrants fuyaient la pauvreté, la mort, la torture, la maladie, bref, la désolation et la guerre, et qu'il était donc totalement inhumain et injustifiable de ne pas leur ouvrir largement les frontières françaises. Et vous savez quoi ? C'est un argumentaire relativement logique, parce que si on fait un petit effort d'empathie, effectivement, en se mettant dans la peau de quelqu'un qui est en train de voir sa ville bombardée ou qui voit des gens se faire égorger par des djihadistes au bout de sa rue, on peut comprendre l'état de détresse absolue d'un Syrien qui fuit le territoire pour se rendre dans un autre pays. Mais dans ce cas-là, pourquoi limiter notre pratique de l'empathie aux réfugiés syriens ou aux migrants ? Je vous propose donc un deuxième exercice d'empathie. Mettez-vous dans la peau d'un travailleur pauvre ou précaire ou d'un chômeur qui vit en France depuis 20 ou 30 ans. Vous avez connu des expériences professionnelles où vous avez été maltraité par votre hiérarchie. Vous avez, en tout cas c'est ce que vous estimez, été mal payé,
bien que vous ayez tenté d'être un bon citoyen qui respecte les lois. Vous estimez que l'État ne vous protège pas, qu'il ne vous donne pas assez d'allocations sociales, par exemple, alors que vous êtes un honnête travailleur, et que peut-être ce patron qui vous menace régulièrement de fermer l'usine où vous êtes est un délinquant, et vous ne comprenez pas pourquoi l'État ne fait rien, vous ne comprenez pas pourquoi le patron est méchant, pourquoi les richesses ne sont pas mieux réparties, que ce soit les richesses publiques ou les richesses privées. Maintenant, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez que l'État débloque des fonds pour accueillir des gens qui sont sur le territoire français depuis 2 semaines, alors que vous êtes là depuis 10, 20 ou 30 ans, que vous avez essayé d'être quelqu'un d'honnête, que vous avez essayé de travailler, même si vous n'avez pas tout le temps réussi à avoir du travail, et d'ailleurs, lorsque vous étiez au chômage, vous subissiez ce chantage aux allocations que subissent de nombreuses personnes en recherche d'emploi. Bien sûr qu'il est tout à fait humain d'avoir de l'empathie pour une personne qui fuit la guerre. Mais lorsqu'on accuse le protectionniste qui refuse d'accueillir ce réfugié de manquer d'empathie, est-ce qu'à notre tour, nous ne manquons pas d'empathie pour ce protectionniste ? Et oui, accuser quelqu'un de manquer d'empathie, c'est soi-même manquer d'empathie envers cette personne dont on dit qu'elle en manque. Cette phrase est un petit peu complexe, mais j'espère que vous suivez. Alors évidemment, si un libertarien se rend dans un meeting du Front National, ça ne va pas automatiquement le transformer en nationaliste. Et si un nationaliste discute avec un réfugié syrien, ça ne va pas automatiquement le convaincre d'ouvrir grand les frontières de son pays. Néanmoins, si nous n'augmentons pas notre connaissance du réel, si nous n'augmentons pas notre dose de la réalité à travers de multiples expériences, nous n'augmenterons que difficilement notre capacité à l'empathie, puisque nous l'avons vu, l'empathie s'appuie aussi sur une lecture cognitive du contexte lié, mis en perspective avec notre propre vécu. Pour conclure cette réflexion sur l'empathie, je vous propose d'aller voir un TED Talk. C'est le TED Talk de Christian Picciolini, qui n'est ni un neuroscientifique, ni un psychologue, mais qui est un ancien suprémaciste blanc, qui raconte dans cette petite conférence pourquoi et comment il a quitté l'idéologie racialiste qui était la sienne. Alors je ne vais pas vous raconter son histoire à sa place, il le fait très bien dans ce TED Talk, je vais néanmoins m'intéresser à un élément de son parcours. À une époque, Picciolini avait un magasin de disques qui lui servait à vendre de la White Power Music. Mais il vendait aussi d'autres musiques pour ne pas être trop grillé dans son quartier. Et il avait donc des clients de différents groupes sociaux. Il raconte comment, un jour, il a vu un de ses clients habituels qui était noir, arriver dans son magasin avec l'air particulièrement déprimé. Et Picciolini, sans trop savoir pourquoi, lui a demandé ce qu'il se passait. Ce garçon lui a expliqué que sa mère avait un cancer du sein. Et il s'avère que la mère de Picciolini avait elle-même eu un cancer du sein, et Picciolini a donc pu se connecter tout de suite à ce que traversait ce jeune homme et sa famille. Et bien ça, c'est un exemple de ce que j'ai essayé de vous faire comprendre et toucher du doigt dans ce Check tes biais. En ayant du vécu commun avec les gens, vous aurez plus d'empathie pour eux. Alors ça ne veut absolument pas dire que tout se vaut, que avoir de l'empathie pour un djihadiste, ça veut dire que le djihad c'est cool, c'est absolument pas ce que je dis. Mais par contre, plus vous aurez des expériences professionnelles différentes, plus vous rencontrez des gens et vous écouterez ce qu'ils vivent au quotidien sans juger, juste pour comprendre, pour vous informer. Prenez les gens comme des livres de science, même s'ils disent des bêtises, même s'ils sont biaisés, même s'ils ont une subjectivité. S'ils font un métier que vous ne faites pas, s'ils vivent dans une région géographique que vous ne connaissez pas, s'ils ont des problèmes familiaux que vous ne connaissez pas, ils peuvent vous apprendre des choses sur des vécus alternatifs aux vôtres. Et tout ça, ça vous permettra d'augmenter cette dose de réel dont je vous parlais, d'augmenter votre propre vécu, même si c'est un peu par procuration, et peut-être du coup d'avoir plus d'empathie, de pouvoir vous mettre dans différentes situations, parce qu'on ne peut pas nécessairement toujours imaginer les situations qui sont vécues par les gens, et parfois c'est bien de s'informer directement auprès des individus concernés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés, leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés, ils veulent plus de liberté. J'espère que ce nouvel épisode de Check tes biais vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner, même si j'ai la voix un petit peu cassée au bout de 2 heures de tournage, à bafouiller, à faire des fourchages de langue.
Vous pouvez, si la vidéo vous a plu, mettre un pouce en l'air parce que c'est bon pour le référencement. Si la vidéo vous a déplu, vous pouvez mettre un pouce en bas parce que c'est bon pour votre liberté d'expression. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître la chaîne, vous pouvez faire un truc très simple qui est de taguer un ami sur vos réseaux sociaux si vous pensez que la vidéo peut l'intéresser, ou lui envoyer un mail si vous n'utilisez plus les réseaux sociaux, ce qui est une très bonne idée. Je précise aussi que vous pouvez, si vous le désirez, et uniquement si ça vous fait plaisir, me donner de l'énergie sous forme d'argent sonnant et trébuchant via le Patreon que j'ai créé. N'hésitez pas non plus à débattre dans les commentaires avec courtoisie et avec des arguments s'il vous plaît. Et moi je vous retrouve bientôt pour tout un tas de vidéos diverses et variées. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.